questions légitimes. Mon invité aujourd'hui, Lucie Mandeville. On va écouter l'entrevue sous peu, mais avant, je vais faire une petite introduction avec des nouvelles, des vieilles nouvelles et des nouvelles nouvelles. En fait, je vais vous parler de pédocriminalité. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le cadre de ma discussion, au cours de la discussion que j'ai eue avec Lucie, en fait, on a enregistré ça mercredi, le 16 novembre, parce que, bon, Lucie, elle est en Suède, et puis, donc, c'est ça. Il fallait enregistrer avant. Donc, j'ai fait un pré-enregistrement et au cours de la discussion qui portait surtout sur l'endoctrinement et puis ce que j'ai vécu là, avec les journalistes au congrès de la FPJQ, euh, étrangement, notre discussion a bifurqué sur la pédocriminalité et le satanisme. Donc, comme vous savez, parler de ça, hein, c'est se faire mettre des étiquettes rapidement. Mais moi, ce que j'aimerais faire, en fait, j'irai pas vraiment à fond dans le sujet. Ce que je veux faire, c'est vous suggérer des articles à lire et surtout des documentaires à regarder sur la pédocriminalité. Et la raison pour laquelle je me suis dit je vais faire une intro à ce sujet-là, c'est que le 16 novembre, il s'est passé quelque chose en France. Donc, le 16 novembre, en fait, il y a une nouvelle qui est sortie le 17 novembre, donc jeudi, donc hier, sur la pédopornographie. Donc, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, en passant, je répète, je mets toujours les vidéos de l'émission de radio sur mon site Tribunal de l'Info, info INFAUX, donc tribunaldelinfo.com. Donc, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, ben, je vais vous mettre à l'écran l'article en question. Donc, c'est un article de François. Le titre Pédopornographie, 48 personnes, dont des élus et des cadres de l'État interpellés en France. Et là, je vais vous lire ce que dit l'article. C'est un gros coup de filet de la police judiciaire, actuellement sous la menace d'une réforme très controversée. 48 personnes, dont des élus et des fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc, des fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont pris dans un... qui sont accusés ou qui sont interpellés dans des histoires de pédopornographie. On peut être choqué, mais en même temps, je veux dire, quand on est pédophile, ben, on essaie d'aller là où il y a des enfants. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve ces gens-là dans des postes comme ça, hein, à l'éducation ou sinon chez les scouts, par exemple, ou dans des, comment dire, comme coach. On a souvent vu des histoires de coach de sport hein, qui étaient pédophiles. Donc, je poursuis. Donc, des fonctionnaires, des élus, des fonctionnaires de l'Éducation nationale soupçonnés de consultation massive de contenu pédopornographique ont été interpellés le mardi 15 et mercredi 16 novembre à travers la France. Les enquêteurs ont évoqué des contenus parfois particulièrement violents et tentent de savoir si parmi les personnes accusées, certaines ont pu passer à l'acte. Les personnes interpellées sont tous des hommes de 26 à 79 ans. France Inter, qui cite des sources policières, révèle que des élus locaux, des fonctionnaires de l'Éducation nationale, des travailleurs dans des milieux associatifs, surtout des travailleurs dans l'aide sociale à l'enfance et des familles d'accueil, figurent par les personnes interpellées. Et c'est ce dont je parle avec Lucie dans notre entrevue. Je dis que, bon, moi, je me suis intéressée au phénomène je me suis intéressée à deux choses séparément qu'on met souvent ensemble depuis disons, depuis 2020. On a associé les gens qui s'opposaient aux mesures sanitaires à des gens qui dénonçaient le pédosatanisme et on a ridiculisé ça. Or, la pédocriminalité, ça existe. Le satanisme, ça existe. Donc, je me suis intéressée aux deux sujets séparément. OK? Donc, j'ai regardé plusieurs documentaires, j'ai lu des textes sur euh, la pédocriminalité et parallèlement sur le satanisme. Je ne fais pas de lien entre les deux, mais je veux dire, il y a des liens qui se font tout seuls. Donc, voilà. Donc, et ce que j'explique à Lucie, c'est que à travers
à travers ces explorations-là, disons ça, que j'ai fait, j'ai dressé un portrait, brossé un tableau de ce qui se passe habituellement dans ce genre d'histoire-là. Il y a toujours les mêmes acteurs qui sont, impliqués. Il y a toujours justement des associations de soins à l'enfance et des familles d'accueil, hein, comme des organismes comme la DPJ, par exemple. Et là, je ne dis pas que la DPJ est impliquée dans ces affaires-là. Je donne l'exemple. Je dis par exemple des organismes comme la DPJ. Il y a un documentaire que j'ai regardé de 60 Minutes, hein, c'est un documentaire très mainstream. C'est une des victimes qui parle et puis l'homme qui était dans un comment dire, un centre d'accueil quand il était jeune, ben, il raconte que, au fond, ce centre d'accueil-là était situé juste à côté du Parlement et que très souvent, il y avait des élus qui venaient faire leur petit tour. Donc, et c'est ce qu'on voit là, partout. Comme je disais, bon, il y a toujours ces organismes-là qui sont impliqués, des parlementaires, des élus, hein, des personnes qui travaillent pour les gouvernements. Dans le cas de ce monsieur-là, en Grande-Bretagne, il s'agissait en fait du secrétaire d'État qui était accusé là-dedans. Ensuite de ça, il y a très souvent des policiers qui sont impliqués, des juges, des avocats. Et donc, et partout, là, tu sais, je veux dire, j'ai écouté toutes sortes de témoignages, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, Belgique. C'est toujours les mêmes acteurs qui se retrouvent dans ces dossiers-là. Donc, je vais juste poursuivre la lecture de l'article de François, puis ensuite, je vais vous suggérer des bons documentaires que j'ai regardés. Donc, on disait qu'ici, bon, jusqu'à 5 ans de prison encourus, tout ça. Donc, on dit, outre les élus et des cadres de l'éducation nationale, des monsieur tout le monde, des ouvriers, des retraités figuraient parmi les personnes incriminées. France Inter, citant encore ses sources policières, évoque le cas de certains collectionneurs qui conservent sur leur ordinateur des centaines, parfois des milliers de contenus, parfois violents. Les enquêteurs qui ont réussi à repérer ces personnes grâce à des mouchards sur des sites de vente d'images pédopornographiques tentent de découvrir si certains de ces hommes sont passés à l'acte. Dans le cas échéant, ils seront visés par des poursuites pour pédocriminalité. Donc, on dit ils encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. J'ai parlé de cette nouvelle-là à Lucie. Elle m'a dit: «Ah, t'as-tu vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne il y a quelques années?» J'ai dit: «Non, ben, pas il y a quelques années», elle m'a dit: «Il y a quelque temps». Et là, j'ai fait une petite recherche rapide sur Google et puis j'ai trouvé un article du Figaro qui date de 2015. Je ne sais pas si c'est ce dont Lucie me parlait, mais je vais tout simplement vous parler de cet article-là parce que je trouve ça très éclairant. On dit ici plus de 1400 suspects de pédophilie identifiés en Grande-Bretagne. Donc, je vous rappelle, ça a été publié le 20 mai 2015. Donc, on dit ici, la police britannique enquête sur 1433 personnes soupçonnées d'abus sexuels sur des enfants sur plusieurs décennies, dont 261 personnalités en vue de la politique, des médias ou du cinéma. Et là, on dit les enquêtes en cours sur de multiples scandales d'abus sexuels d'enfants durant plusieurs décennies à travers le Royaume-Uni. Bon, 1433 suspects. Bon, on répète un peu la même chose, mais écoutez ça. Là, on dit 76 politiciens, 43 personnes du milieu de la musique, 135 du cinéma ou de l'audiovisuel, 7 du sport. Donc, on remarque ici la très grande euh, majorité de ces personnalités en vue proviennent du milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Et quand on dit que, et je veux dire, il y a plein de vedettes hollywoodiennes qui ont condamné le fait que Hollywood, le secret le mieux gardé d'Hollywood, le moins bien mieux gardé d'Hollywood, ou un secret de polichinelle finalement, c'est le fait que c'est un nid de pédophiles. Et il y a un acteur, Corey Feldman, qui en a parlé il y a quelques années de ça. C'est quand même assez récent. Lui, il dénonçait ça et puis il disait d'ailleurs que
son collègue acteur de l'époque, Corey Haim, c'est ce qui l'avait vraiment poussé à abuser des drogues et de l'alcool et tout. Et puis, ben, c'est ça, il dénonçait ça, puis lui disait jamais je vais envoyer mes enfants dans ce milieu-là. C'est vraiment, il dit, c'est plein de prédateurs sexuels. Mais là, écoutez bien ça. On dit sur les suspects identifiés, 216 sont morts. Bon, on n'en dit pas plus par rapport à ça. Donc, écoutez, je vous invite à lire. Je vais mettre les liens là, dans la publication que je vais faire sur mon site Tribunal de l'info. Donc, on va laisser les nouvelles là-dessus de côté pour passer à des documentaires. Je vous recommande fortement le documentaire La conspiration du silence. Ça parle de l'affaire Franklin. J'ai souvent parlé d'un livre qui s'appelle The Franklin Cover-Up. C'est une histoire de satanisme, de pédocriminalité. Et ben, en fait, je vais attendre un instant. Je vais aller vous chercher le titre exact du livre parce que là, j'essaie de me rappeler de mémoire. Donc, on disait Franklin Cover-Up. Franklin Cover-Up. Donc, c'est ça. C'est le scandale Franklin. Le titre du livre, c'est The Franklin Cover-Up. Oups! Je viens de cliquer sur le lien d'Amazon et on dit nous sommes désolés, cette page n'existe pas. Ben, le livre est facile à trouver sur des sites où on peut acheter ou downloader euh, des livres gratuitement, disons-le. Ces sites existent. Je ne les nommerai pas parce qu'il y en a un qui était qu'on a, j'ai juste le terme en anglais, qu'on a censuré dans le fond récemment, là, qu'on a saisi. Le site a été saisi, ça s'appelait Z Library. Mais vous pouvez trouver ce livre-là sur Thrift Books. Ça s'appelle The Franklin Cover-Up, Child Abuse, Satanism and Murder in Nebraska. Donc, abus sexuels, satanisme et meurtre au Nebraska. Ça a été écrit par John W. DeCamp. Ce gars-là était soit un député ou un élu, en tout cas, c'est un gars qui était dans la politique. Donc, il raconte ça. Et le documentaire La conspiration du silence parle de ça. C'est un documentaire de 55 minutes qui devait être diffusé sur une grande chaîne d'un réseau américain. Et puis, ben, ça n'a pas été diffusé. Mais le documentaire est disponible sur Odyssée. Je vais vous mettre le lien dans la publication que je vais faire je vais essayer de faire ça samedi matin. En tout cas, ça devrait être fait au courant de la fin de semaine. Sinon, au début de la semaine. Donc voilà, la conspiration du silence, pédocriminalité, affaire Franklin. C'est disponible sur Odyssée. Ensuite de ça, l'affaire Marc Dutroux. Ça, c'est quelque chose que j'ai exploré très longuement. Et puis, il y a deux excellents documentaires sur l'affaire Dutroux. Le premier, Témoin X1, Silence, on tue des enfants. Il faut le voir pour le croire. C'est disponible sur Odyssée. La chaîne, c'est La Pilule Rouge. Donc, je vais vous lire l'introduction, la petite présentation, la description qu'on fait de la vidéo. Ce documentaire est réalisé par Patrick Banquet, qui, avec William Heinzer, Pascal Justice et Marie-Jeanne Van Eswick, c'est des noms néerlandais que je ne sais pas prononcer, désolé, eurent le courage en 2002, époque où l'on pouvait encore évoquer l'existence des réseaux pédocriminels à la télévision, de proposer le témoignage de Regina Louf, première des témoins X de l'affaire Dutroux. Il faut le voir pour le croire. C'est pour ça qu'il me semble important que vous le regardiez. Bien entendu, rien de ce que nous dit cette femme ne fut pris au sérieux. Tout fut caché vite fait sous le tapis et Dutroux, devenu seul lampiste de l'affaire, fut condamné tout seul, passant de pourvoyeur de chair fraîche à prédateur isolé. Voici comment le réalisateur présentait son film. Quelques jours plus tard, en août 96, l'affaire Dutroux éclate en Belgique. Quelques jours plus tard, Regina Louf, une femme alors âgée de 27 ans, déclare aux autorités belges qu'elle a été au
qu'elle a été, durant son enfance et son adolescence, victime d'un réseau criminel d'enfants. Sous le nom de code X1, elle devient le témoin principal d'une vaste traque policière et judiciaire qui va tenter de mettre fin à un réseau où des enfants kidnappés sont abusés, torturés et filmés. Quelques mois plus tard, après que le juge d'instruction ait été dessaisi du dossier et les policiers écartés, Regina Louf est l'objet d'une violente campagne médiatique visant à la faire passer pour folle. Nous avons décidé de l'écouter. Témoin X1, Silence on tue des enfants est un film violent. La réalité que révèle Regina Louf dans son témoignage est tellement insupportable que le réflexe naturel est de fermer les yeux ou de nier les faits. Pour la première fois, un témoin décrit de l'intérieur l'univers de la pédophilie, de la criminalité sexuelle, un monde opaque, secret, protégé. Les pourvoyeurs et organisateurs de ces réseaux sont définitivement au-delà de toute morale, de tout respect minimum pour l'être humain. Quant aux clients, prisonniers des menaces de chantage auxquels ils sont soumis, ils deviennent les complices et les protecteurs obligés dès qu'ils franchissent les portes de cet univers. Regina vit aujourd'hui avec son mari et ses 4 enfants dans une ferme où elle élève des chiens et des chevaux. C'est cet amour de la vie, ce désir forcené de survivre qui a permis de rendre son témoignage audible, de dire l'indicible à la télévision. Reportage vraiment documentaire à voir, c'est excellent. Ensuite de ça, un autre documentaire sur l'affaire Dutroux, L'avocat du diable. Affaire Marc Dutroux, l'avocat du diable, c'est sur la chaîne Odyssée Philippe Lebel. Si vous avez lu Les Rois maudits, vous savez qui est Philippe Lebel. Les Rois maudits, vraiment un excellent roman. Série de romans interminables. Ici, on dit, je vais juste vous lire la description. En fait, il n'y a pas de description. L'affaire Marc Dutroux. En fait, c'est l'avocat. Ce documentaire-là suit l'avocat de Marc Dutroux. Lui, son moyen de défense, c'était de dire, écoutez, Marc Dutroux, il est vraiment un pion au sein d'un réseau de pédophilie. OK? Il y a vraiment un réseau de pédophilie et lui, il n'est qu'un des acteurs de ce réseau-là. Il est le pourvoyeur des enfants, mais il faudrait fouiller le réseau. Et puis, justement, on dit qu'il y a un juge qui a été dessaisi du dossier au départ. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, ah, ben là, on va juste juger l'affaire du trou. Et puis, pour ce qui est du réseau pédophile, ça, on va mettre ça dans un dossier bis. Hein? C'est un dossier à part. Mais là, le dossier à part, là, le dossier bis, je pense qu'on n'y a jamais retouché, d'après ce que j'ai vu. Bon, il faut dire que c'est des documentaires qui datent beaucoup. Je n'ai pas fait de recherche sur ce qui s'est passé récemment dans ces affaires-là, mais c'est vraiment intéressant de retourner là, voir ces documentaires-là. Ça nous éclaire énormément sur ce phénomène-là qui est la pédocriminalité. Donc, ensuite de ça, il y a un autre documentaire que j'ai regardé qui est moins bien fait. C'est plus un peu, c'est très amateur comme documentaire, mais quand même, il y a plusieurs révélations là-dedans. Et il y a plusieurs extraits de médias dominants, si on veut, qui traitent de cette affaire-là. Celui-là, je le recommande moins, mais je l'ai écouté au complet, puis je trouvais qu'il y avait vraiment des éléments des éléments très, très importants, des éléments d'information très importants. Mais bon, ça reste que, puis il y a des choses qui sont affirmées. Il n'y a pas vraiment de source. J'ai j'ai un malaise avec ce documentaire-là. Je me disais même, est-ce que je le recommande ou est-ce que je le recommande pas? Je vous le recommande quand même, mais sous toute réserve. Comme je vous le dis, c'est amateur et les sources sont pratiquement, il y a beaucoup de sources qui sont inexistantes, disons-le. Donc voilà, ça commence bien la fin de semaine, hein? Quel sujet pour commencer la fin de semaine. Écoutez, quand j'ai fait l'entrevue avec Lucie, je lui avais demandé de me suggérer des chansons. Et au fil de notre discussion, comme j'ai l'habitude, j'ai complètement oublié de faire jouer ces chansons. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous faire jouer une des pièces que Lucie avait choisies, c'est Wind of Change.
Mais avant, je vais vous faire jouer ça après notre entrevue. Et avant, moi, je veux vous faire jouer une pièce que j'ai découvert cette semaine. C'est un artiste qui s'appelle Milton Wright. C'est le nom de l'artiste. C'est un artiste de la scène soul de Miami qui était actif dans les années 70. Et puis, j'ai découvert cet artiste-là cette semaine. J'ai eu un trip de funk, de soul. Donc, j'ai mis ça sur Random. Et puis, j'ai découvert cet artiste-là. Et puisqu'on parle de conspiration du silence, je me suis dit qu'on pourrait écouter The Silence That You Keep. Tout de suite après la pause musicale, on écoute l'entrevue avec Lucie Mandeville. Des petits rires, c'est cute. Ben oui, ça met de la vie. Exactement. Mon invitée aujourd'hui, Lucie Mandeville. Lucie, bon, bien des gens te connaissent, mais il y a sûrement des gens qui ne te connaissent pas encore. Donc, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bon, ben, je suis retraitée, mais j'ai travaillé 25 ans à l'Université de Sherbrooke comme professeure en psychologie, puis 25 ans aussi comme psychologue. Maintenant, retraitée, bon, avant la fin de ma carrière universitaire, j'avais commencé à écrire des livres. Et puis, je suis encore auteure. J'essaie de prendre un peu de temps pour écrire, mais là, je suis bien engagée dans. J'ai acheté une maison en Suède. Je fais la rénovation de la maison en ce moment, puis C'est j'essaie ta d'aider maison, comme ça je qu'on peux. voit derrière? Pour les gens qui sont à la radio, Lucie est assise dans une belle chaise, dans un beau fauteuil rouge, et puis il y a plein de livres derrière elle, mais Non, c'est pas chez toi. c'est pas chez moi. Chez moi, c'est tellement dans le bois qu'il n'y a pas de connexion. Je me déplace dans une bibliothèque en Suède, dans le petit village où j'habite. Alors, ce qu'on voit derrière, c'est des livres d'enfants, puis il y a d'ailleurs des enfants qui s'amusent derrière. On va les entendre un peu. Ben, c'est Très cute, ça met de la sympathique. vie. Ouais, c'est ça. T'es où en Suède exactement? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au Ça, se- milieu? Ça se trouve au sud, pas complètement, mais mettons qu'on divise le pays en 25 en 4 parties. Je suis dans la partie sud, centre de la Suède, là où il n'y a pas encore de neige d'ailleurs, parce que quand le pays est très long, tu sais, c'est un peu comme le Canada qui est très grand, donc au nord, il y a beaucoup, beaucoup de neige, mais ici, c'est un climat qui est tempéré, je dirais, un peu plus chaud qu'au OK. Canada même. OK. Et puis c'est Ouais, quoi très bien. aujourd'hui? Là, on enregistre, on est mercredi. Ici, il neige. C'est superbe. Il y a de la C'est belle neige. vrai? Ouais, ouais, ouais. Oh! Il y a à peine 2 semaines, il faisait presque 20 degrés, mais là, il neige. J'ai vu ça, v'là 2 semaines, des gens en short. Puis là, c'est ça, on m'apprend qu'il neige. Ici, le climat, c'est automnal. Il pleut tout le temps. Ah Mais il ouais, annonce la neige pour la semaine prochaine, là. Donc, OK. c'est gris. C'est gris. Il y a eu quelques percées de soleil. Puis à chaque fois qu'il y en a, ben, on sort, puis on regarde le soleil tellement Ouais. on a de besoin. Pourquoi tu as On est très choisi? bien ici. On est j'imagine que c'est pour ça que tu as choisi d'aller vivre là-bas. Pourquoi la Suède? Ce serait une longue histoire, là, mais c'est par hasard, je me suis retrouvée ici. Mais je savais aussi que la Suède avait considérer la COVID d'une façon très différente des autres pays. Puis j'étais curieuse, puis je tombe en amour avec les gens et avec ce pays qui est très démocratique. Mhm. Il reste de la démocratie ici, là. J'ai beau essayer de creuser l'histoire pour trouver des petites bébites, il y en a. C'est pas un pays qui est parfait. Mais le système démocratique est encore en place. Les gens sont très humbles, très simples. La nature est importante. Mhm. Il y a bien des choses qui me plaisent ici. C'est un royaume, hein, la Suède. Oui, il y a un roi, effectivement, qui est mondialiste d'ailleurs, Ah ouais? et qui s'est exprimé, oui, qui s'est exprimé dans le sens des mondialistes. Je te dirais qu'ici, la grande différence, parce qu'il y a une propagande médiatique, hein. Ici, on va parler de journalisme, mais elle est la même ici Mhm. que chez nous au Canada ou en France. La différence, c'est qu'il n'y a pas eu de coercition, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été capables d'imposer les fameuses amendes qu'on a imposées au Canada et en France, ce qui fait que les gens ont toujours eu le choix de mettre le masque ou pas et de se faire vacciner ou pas. Il n'y a pas eu vraiment de pression. Ce qui fait que la Suède s'en est très bien sortie finalement, surtout sur le plan économique. Les commerces n'ont pas été fermés, Mhm. du moins pas très longtemps, là. Les enfants étaient à l'école aussi, Comment sans t'ex- masque, sans bulle.
Ouais, comment tu expliques ça qu'il n'y ait pas eu de coercition ou qu'il n'ait pas réussi à imposer des trucs? J'ai posé la question. On m'a dit que le processus consultatif est tellement long sur le plan légal et politique ici qu'il avait annoncé qu'en juillet, je pense, il y a 2 ans, il allait en discuter, puis ça n'a jamais arrivé. D'autre part, la santé publique, elle n'est pas avec la politique. Elle ne couche pas dans le même lit. Ce qui fait que le chef de la santé publique, un jour, ben, au tout début, a dit, écoutez, les masques, c'est pas bon pour la santé. Si vous êtes malade, tu vois, il y a un enfant derrière. Ah oui? Si vous êtes malade, restez à la maison, mais évitez justement le port de masque. Son Il nous cute. fait des coucous. Oui, c'est ça. Ça fait que, ben, c'est ça, c'est les deux raisons. C'est-à-dire que sur le plan politique, le système démocratique a fait que ça n'a pas pu être voté, cette loi d'urgence. Et puis, qu'est-ce que je disais? Ben, le fait que la santé publique ne soit pas à la même édifice que la politique, ça fait une grande Mhm. différence. Hey, hey! Donc, Du är in Kanada nu? Jag bor i Kanada. Kanada. Ja, ja, det är en vän från Kanada. Bor Ja, du i Kanada? jag bor i Kanada. Varför är du här? Ja, ja. allô? Mon Dieu, ton suédois est. Har du sett det kort? Ja, ja, Bor det är du här? gott. Ja, ja, med den här. Ja, Ja, Ja. jag har också kort. ja. Du vet. Mon Dieu, tu Oui. parles Nej, nej. suédois, hein? Non, non, je me débrouille. Il a fallu que j'apprenne. Ça t'a pris combien de temps? Depuis combien de temps tu apprends le Ah, ben, ça suédois? fait un peu plus d'1 an OK. que j'ai acheté une maison, là, environ 2 ans. Puis depuis 1 an, j'habitais ici pendant 1 an, puis j'étais à l'école pour pouvoir parler aux gens, là, c'est important. Ouais, ben oui. Donc, tu baragouines le suédois comme je Oh. baragouine le mandarin. Ah, ben oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai, Hum, toi, tu t'ennuies pas trop? Ah, je m'ennuie, mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas de mesures comme il y en avait au Québec. Mais par la suite, par contre, à Shanghai, il y a vraiment eu un confinement très, très sévère. Donc, je suis contente d'avoir pris la décision de partir. Oui. Vraiment, là. Et je n'y retournerai pas demain matin, justement, parce que je sais que en Chine, les décisions se prennent très rapidement et du jour au lendemain, hein, ils peuvent faire absolument n'importe quoi. Donc, Incroyable. C'est vrai ouais, l'histoire qu'on a vu, les gens obligés de rester dans ouais, leur condo, leurs ouais. appartements. Ouais, j'ai Incroyable. communiqué avec une amie qui était là-bas, avec qui je travaillais là, à Shanghai la dernière année, et puis elle m'a confirmé que oui, c'était. Et c'est fou parce que leur argument, évidemment, comme ici, c'est on fait ça pour vous protéger, c'est pour protéger la santé des gens, tout ça. Mais des gens qui avaient besoin de médicaments ne pouvaient pas sortir de chez eux pour aller chercher leurs médicaments. Donc, en quoi on peut prétendre, comment on peut prétendre que c'est pour protéger la santé des gens? Je veux dire, ça fait aucun sens. Non, ça fait aucun sens. C'est ce que je réalise. Ces phrases-là, toutes faites, là, on le fait pour vous protéger. Restez à la maison, protéger sauver des vies. Mm. C'est des phrases qu'on achète sans réfléchir. Puis ça devient une propagande qu'on multiplie parce qu'on est ben, ils sont plusieurs à le dire, puis ça passe, hein. Mm. J'ai réalisé que la sécurité, c'est un besoin de base. Puis quand on ajoute à ça, ben, on est là pour vous protéger, faites-nous confiance. Les gens ont tellement peur qu'ils s'accrochent à ça. Puis, ben, c'est ce qu'on voit aussi chez les journalistes, là. Il y a plus de réflexion. Moi, je dirais, il y a une peur. Il y a une peur d'aller là où nous, on a été. Puis de façon progressive, on a appris, on a compris ce qui se passait. Mais est-ce qu'on a plus de cran que d'autres? Je ne sais pas comment expliquer que nous, on y a été et qu'eux restent un peu comme s'ils étaient au-dessus d'une falaise, puis ils veulent pas, ils ont vraiment peur pour leur vie, ils ont peur pour l'autre aussi. Et puis, l'autre qui l'appelle complotiste Ouais. quand on arrive avec nos idées. Bien, il voudrait peut-être surtout pas aussi se faire coller cette étiquette-là, hein. C'est Ah, peut-être tout à parce fait. que parce que c'est à ça que ça sert, ces étiquettes-là. C'est vraiment pour comment dire rejeter une certaine catégorie de personnes et leurs opinions. Et après, si on ose aller là, ben, on est rejeté, nous aussi. Puis on sait, ben, je sais pas, tu peux peut-être nous parler du rejet, dans le fond. Qu'est-ce que ça fait psychologiquement d'être rejeté du groupe? C'est ben, parce qu'on est les humains sont grégaires. C'est important
tu sais, de le rappeler parce que souvent on pense, bon, on est capable de s'affirmer, de se débrouiller tout seul. Oui, on va y arriver, mais on est sensible tous au fait. Grégaire, ça veut dire on a besoin des autres pour survivre. C'est une question de survie, là. Alors, tu sais, au début, on a traité les gens de moutons. Mhm. C'est comme les autres nous ont traités de complotistes. Mais on suit tous quelqu'un, un groupe. On a Mhm. tous besoin de suivre, c'est-à-dire de se sentir accepté, pris dans la gang, intégré, tu vois. Alors, le rejet, c'est l'inverse de ça. Et je me souviens d'avoir lu un livre là, qui, tu sais, qui rapporte les traditions de nos... C'est même pas des ancêtres, tu sais, du temps où les gens vivaient en tribu. Et puis, la façon je dirais, de tuer quelqu'un, si on peut dire, qui était accusé de quelque chose, là, d'un tort, c'était d'être indifférent à son égard. Alors, on ne tuait pas la personne, le groupe devenait indifférent à son égard. Et cette indifférence, comme je l'ai dit, c'est une question de survie. On panique dans ce temps-là. Alors, on veut préserver ce lien avec un groupe. Et puis là, on voit vraiment, il y a eu une division. Il y a eu deux groupes qui se sont formés, les complotistes et les moutons. Mais ces mots-là ont été utilisés, ont été instrumentalisés. Puis moi, ça me fait rire, ces mots-là. Puis tu sais quoi? Les gens se sont défendus d'être moutons ou un complotiste. Mais le temps qu'on passe à se défendre de tout ça, c'est un peu admettre qu'on s'attribue ça. Alors, ils sont morts de rire, en fait, là. Mhm. Quand on passe, puis c'est une stratégie. Pour moi, il y en a eu dans les guerres antérieures. Puis en passant, je suis tellement pas une spécialiste de ça. Moi, je suis une spécialiste du bonheur, imagine-toi. Ben oui. Mais j'ai observé les phénomènes, puis je me suis souvenu la guerre au Rwanda, comment on avait utilisé le mot insecte, cafard, dans la radio pour faire en sorte que les gens ne deviennent plus des humains, mais soient considérés méprisables. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à tuer les gens, à les violer, parce on pouvait les écraser comme des insectes. Alors, ces mots-là, c'est à ça que ça sert à diviser, puis éventuellement à intenter des choses contre ces gens-là. Mm. On parle Je de voulais, complot. Ouais, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à l'ignorance, parce que moi, je reçois évidemment chaque jour des messages de mes amis ou des gens qui me suivent, qui m'envoient des articles des grands médias. Et puis, je me suis rappelé que toi, tu disais, il faut les ignorer, il faut les Ouais. ignorer. Et puis, je me dis, ben justement, si la survie passe justement ce que tu expliquais là, par rapport aux tribus qui ignoraient des gens parce que, bon, dans le fond, le fait de survivre, Oui. il faut être intégré à un groupe pour survivre. Je me dis, si on ignore les grands médias, ils vont mourir. C'est exactement ça. Puis j'ai écouté ton entrevue avec le président du colloque, du Puis, président de l'association qui organisait le colloque. ouais, ben en fait, c'est le Lequel? président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui est vraiment une personne vraiment tellement aimable. En tant que, tu Oui. sais, je veux dire, c'est la personne, j'ai vraiment adoré discuter avec ce gars-là. Je l'ai trouvé vraiment sympathique, à l'écoute, vraiment compréhensif, tout ça. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai trouvé qu'il était pris Oui. dans une sorte d'endoctrinement. Et puis, je Oui. m'ostinais avec Sylvain Laforêt, justement. Sylvain, lui, qui disait, non, non, ils savent tout ce qu'ils font. Et moi, j'ai dit, non, Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu en non, penses? je suis tout à fait d'accord avec toi. Il croit ce qu'il dit. Je l'ai écouté, je n'étais pas d'accord avec plusieurs de ses positions, mais Mhm. justement, je le crois honnête dans ses Oui. dires, comme la plupart des journalistes qui sont là. Mais il y a une chose qu'il a dit, et puis j'étais d'accord avec cette chose-là, c'est le fait que, tu sais, il s'est passé la même chose des deux côtés, si on peut dire, c'est-à-dire que du côté de ceux qui remettent en question le narratif du gouvernement, on a mis l'emphase sur certaines nouvelles des médias traditionnels. Mhm. Puis en Ouais. mettant l'emphase sur ces Ouais. informations-là, on a créé encore plus de division. Et puis on a, je dirais, alimenté la colère, mais aussi le découragement de certaines Mhm. personnes. Hein. On est responsable, quand tu parles d'indifférence, je suis d'accord, si on était plus indifférent par rapport aux médias traditionnels, eux mourraient parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui les écoutent. Puis on- dans notre groupe, on est parmi les gens qui les écoutent, tu sais, Ouais, c'est ça. pour apporter la nouvelle. Puis en faisant ça,
on alimente ce qu'ils veulent Ouais. qu'on alimente, la division, le découragement, l'impression qu'ils sont tout-puissants, alors que ce ne sont que des exceptions. Tu sais, on sait qu'il y a Bombardier, il y a comment ils s'appellent? Il y a Lagacé, Martineau, Lagacé, Dumont, Martin. Isabelle Haché. Isabelle Haché. Écoute, c'est des exceptions, c'est des personnages dans ces médias-là. Et je suis convaincue, comme tu le disais et comme il le disait, ce président-là, que la plupart des gens sont beaucoup plus nuancés. Ils sont pas là où ces personnages sont là pour faire le show. Alors, on embarque là-dedans quand on mise sur ces nouvelles-là. Puis en psychologie, on dit que quand on met le focus sur une nouvelle, par exemple, on l'exacerbe, Oui. on l'exagère. Elle devient plus importante. C'est un peu ce qu'on. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On devrait trouver, je dirais, considérer à sa juste valeur ces nouvelles-là. Puis, comme tu dis, avoir l'audace de les ignorer. Mhm. Quand un enfant est en panique devant toi, qui fait sa crisette, là, la meilleure façon d'avoir le dessus, c'est de l'ignorer pour un bout, là. Ou lui dire, je comprends ce qui se passe, je comprends. C'est pas non plus d'y donner, là, je voyais des gens donner full amour à ces gens-là. Mais attendez, les gens veulent pas full amour. Ils veulent juste qu'on les traite à leur juste valeur. Ils sont pris, ils sont endoctrinés, ils ont été instrumentalisés, sont utilisés, mais ils sont inconscients de ça. Et je pense qu'on serait wise. Moi, je parlais d'être un peu plus intelligent maintenant, là, d'être wise et de pouvoir adresser ça plutôt qu'adresser le contenu. Le contenu, on le connaît. Mhm. Eux ne le connaissent pas. Eux l'ignorent. Ben, il y a une grande peur, hein, pour eux. J'espère qu'on va y retourner parce que pour moi, c'est fondamental. Il y a une grande peur d'aller dans le contenu qu'on connaît. Mais je pense qu'ils seraient intéressés qu'on leur dise, on comprend ce que tu vis, on comprend ta position, c'est pas évident. Puis d'être un petit peu plus wise pour parler des aspects psychologiques de ce qui se passe en ce moment. Mhm. Mais est-ce que, parce que je me disais, bon, quand j'ai écrit mon texte, justement, je me disais, je le dis, c'est ma perception que ces gens-là sont dans l'endoctrinement. Mais c'est sûr que je me mets à leur place, je me mets dans leurs souliers, ils lisent ça, ils n'aimeront pas ça. Exact, C'est sûr qu'ils n'aimeront pas ça, puis ils vont dire, ben, exact. nous, on pense la même chose de toi. Donc, comment on Exactement. C'est sort pas. de ça? Ben exactement. C'est très touché. Comme je dis, j'ai lu ton article, j'ai trouvé très solide ton article parce que tu as osé dire ces gens-là, ils sont un peu comme nous, dans le fond. Ils se sont fait avoir. Ça, je trouve que ça demande de l'audace en ce moment parce on est dans l'autre extrême, là. Mhm. Mais effectivement, il faut se mettre à leur place. Justement, la force de ça, c'est si on arrive à se mettre à leur place, on va comprendre ce qui marche avec nous, ce qui ne marche pas avec nous. Si je te dis à toi, tu es endoctriné, tu vas réagir. Tu ne seras pas ouverte à te livrer à moi Mhm. parce que tu es déjà dans une position où je te méprise jusqu'à un certain point. Tu vois? Mais Alors, il faut moi, que en le disant, c'est pas méprisant, c'est une constatation que je fais, Ouais, mais je sais bien. c'est subjectif. Ben, c'est réel. Moi, j'ai envie de même te justifier, là, c'est réel, ils Mhm. sont endoctrinés. Mais il y a des termes qui blessent. Ce Mhm. terme-là, il est blessant pour la personne. Si je Mhm. suis capable de dire, imagine là, que je suis avec toi, puis j'essaye de parler pour réussir à ce que tu t'ouvres à moi. Je vais dire, je comprends dans quelle position tu es, dans le fond. Il y a toutes sortes de nouvelles en ce moment qui circulent, puis on peut avoir des doutes par rapport à ces nouvelles-là. Puis on peut être aussi dépassé par toutes ces nouvelles-là. Puis en plus, toi, tu as le rôle de trier, tu sais, sur le tas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est pas évident. Puis on marche comme ça, pas à pas, pour que la personne, elle se sente comprise, puis que peu à peu, elle admette son propre doute. Parce qu'ils doutent, ces gens-là. Mhm. Mais quand on arrive avec nos grands chevaux, avec certitude aussi, puis avec des mots blessants, ben, on les aura pas de notre bord. Mhm. Mais je savais pas, je me suis dit, c'est sûr que il y a un journaliste mainstream qui va lire ça, il sera pas content, il va se sentir attaqué. Mais je ne savais Ouais, pas c'est ça. comment l'exprimer autrement parce que moi, dans le fond, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. J'essaie d'être neutre dans mes constatations et puis ben, c'est ce qui en ressort, là. Je vois de l'endoctrinement. Ouais, tu Je... vois, tu les vois comme, imagine, c'est comme si c'est des poissons dans un bocal. J'ai déjà donné cet exemple-là. Toi, tu es à l'extérieur du bocal, puis tu les vois tourner en rond dans le bocal. Mais eux, imagine que les murs sont hermétiques, ils ne te voient pas. Ils ne peuvent pas voir ce que tu vois. C'est, moi,
j'ai côtoyé des journalistes et je sais que c'est des gens brillants. C'est des gens qui aiment analyser les choses en profondeur. Mais c'est comme s'ils analysent seulement dans leur univers en ce moment. Ils sont pas capables, ils ont une peur terrible d'aller là où on est en ce moment. Ils ont une peur à la fois pour eux, tu disais tantôt là, d'être traité de complotiste, ils ont une peur pour toi. Un peu comme si ils te considéraient dans une secte, alors que c'est à l'inverse, hein, on parle d'une caste, c'est une caste qui les ont endoctrinés. Mais ils ont peur parce qu'ils considèrent que tu es dans une secte, parce qu'on leur a dit ça, que tu étais Mhm. dans une secte. Alors, tu te mets un peu comme si tu étais face à quelqu'un qui est dans une secte. Tu peux sentir, ressentir un peu ce que tu pourrais vivre. Tu dis, non, non, j'irai pas approuver ce qu'elle dit parce que je vais l'encourager dans sa position. Puis en plus, elle peut peut-être finir par m'avoir. Puis ça, je veux pas. Alors, c'est vraiment touché, tu vois. Mhm. Il faut réussir à comprendre cette position-là pour pouvoir s'adresser à eux comme à n'importe qui nous entoure, qui nous croit effectivement dans, je sais, moi, on m'a traité de gourou, qui nous croient des gourous, Mhm. donc qui ont peur de nous, puis qui ont peur pour nous. C'est très touché. Alors, il y a des mots qui sont moins chargés, je vais dire Ouais. comme ça, moins Mhm. chargés, et si on peut arriver à les passer, un peu comme ce que tu disais. J'ai aimé ce que tu as dit. Quand tu es sur un espace public, jamais ils vont admettre quoi que ce soit. Ils vont se défendre, ils vont prendre la position du narratif qu'ils ont adopté depuis le début. Mais quand tu es seul avec eux, déjà, il y a quelque chose qui est possible là. Parce qu'ils sont pas, ils ont une pression quand ils sont en public, parce que les pairs les regardent. Mais quand ils sont seuls avec toi, puis tu sais, prends le temps vraiment de jaser naturellement avec eux. Ils vont finir par s'ouvrir. Mais ça prend un tact incroyable. C'est ce que je me rends compte. Puis on se fait prendre au genou aussi. On se met en colère parce qu'ils Ouais. nous ont blessés aussi, Ben là. oui, ouais, c'est difficile. Je vais te donner un exemple d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Il y avait un atelier sur les sondages qui était donné par Sylvain Gaudreault, si je me rappelle bien, de Léger. Et puis, moi, je suis arrivée là, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont nous montrer des sondages sur les complotistes, puis tout ça. Finalement, non, vraiment pas. Tous les sondages qu'il nous a montrés en exemple, ça n'avait pratiquement rien à voir avec la situation. Et j'ai trouvé ça vraiment bien de sa part d'avoir évité ce sujet-là qui est polarisant, hein? Mais à un moment donné, il expliquait que, ben, écoutez, quand on fait des sondages au téléphone, les gens, souvent, ils vont être moins enclins à dire la vérité que dans un sondage sur le web. Parce que là, ils ne s'adressent pas à une personne. Ils sont en train de répondre, c'est anonyme, tout ça. Alors Oui. que quand ils parlent au téléphone, mais là, ils parlent à quelqu'un, ils ont peur d'être jugés, tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui a posé une question dans la salle, un journaliste, je ne me rappelle plus exactement pour qui il travaillait, mais il dit, ben, écoutez, c'est comme quelqu'un qui va voter pour le PPC, Maxime Bernier, c'est sûr qu'il va avoir honte de dire ça au téléphone. Et là, Oui. j'ai dit, je l'ai interrompu, je dis, excuse-moi, pourquoi la personne aurait honte de dire qu'elle vote pour Maxime Bernier? Et là, ça l'a comme surpris. Ils ne sont pas habitués, ces gens-là, à se faire remettre en question face à face. Oui. Donc, j'ai senti que ça l'a troublé, ma question. Ah, Et c'est puis, intéressant. et puis après, il dit non, non, mais je dis ça, là. Et là, il voulait comme un peu se défendre d'avoir dit quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Et là, après, je suis allée le voir, puis j'ai dit, excuse-moi, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, tout ça, mais c'est juste que, est-ce que tu ne crois pas que c'est ta perception que la personne devrait avoir honte de voter pour Maxime Bernier parce que pour toi, selon toi, Maxime Bernier, ça n'a pas de bon sens voter pour ce gars-là. Donc, c'est ta perception. Tu mets ta perception dans la tête d'une personne qui va voter pour quelqu'un qui, selon toi, qui n'a pas de bon sens. Mais moi, je connais plein de gens qui sont très fiers de dire, moi, je vote peu importe pour qui, non? Et habituellement, les gens ne sont pas gênés de dire qu'ils sont votés. Ben, c'est peut-être moi qui se trompe, là. Oui. Mais est-ce qu'on fait beaucoup ça, d'évaluer Ah oui. le monde selon nos perceptions à nous? Ben, c'était, je trouvais, l'ennemi principal, c'est nos interprétations. Entre nous, là, dans nos relations politiques, journalistiques, humaines, c'est vraiment l'interprétation qu'on fait, qui sont souvent des projections de nous-mêmes.
Évidemment. Moi, j'arrête pas de voir passer ça. Tu sais. Je disais, d'où tu prends ça, que la personne pense ça, vit ça? C'est incroyable. Les gens pensent vraiment qu'ils sont dans la tête des autres. Et c'est aussi, je dirais, des idées qui sont acquises parce qu'on les a publiées, justement. Mhm. Parce qu'on a publié qu'une personne qui voterait pour Maxime Bernier, c'est un covidiot, ben on a fait l'association, puis nécessairement, on est un idiot, puis on a honte de dire qu'on est un idiot, là. Ces gens-là ont acheté ces idées-là. Mais dans ce que tu dis, je trouve il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que, d'une part, tu réalises, quand tu as dit les sondages, il n'était pas question de la situation actuelle. C'est important de se rappeler que pour la plupart des gens, ce qui nous intéresse, ce qui nous a frappé et qu'on qu'on dénonce à voix haute n'est pas si important pour plusieurs autres personnes. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Quand on rencontre des gens qui ne sont pas informés, on va dire, comme nous, ils vont parler d'autres choses, puis on est quasiment insulté en se disant, ben voyons, tu parles pas de ce qui est si important en ce moment. Il y a la guerre, puis tu n'es même pas conscient de ça. Mais il y a une majorité de personnes en ce moment qui parlent d'autres choses. Et je trouve ça important de se le rappeler. Ça, c'est important. L'autre chose, c'est, qu'est-ce que tu as dit? Tu as intervenu, tu as dit, il y a peu de gens qui remettent à leur place les autres, hein. Mm. Puis je trouve ça intéressant parce que j'ai lu quelque part qu'on passe notre temps à nous défendre, à dire ben non, je suis pas comme ça, ben non, je suis pas. Alors que on ne devrait pas faire ça, mais plutôt poser la question à l'autre. Mais pourquoi dis-tu ça? Mhm. Exact. Tu comprends? Je pense que c'est une stratégie même qui a été développée dans un domaine qui n'est pas le mien, de dire si vous voulez attaquer l'autre, commencer par dire un mensonge à son sujet. Puis l'autre va passer son temps de discussion à se défendre. Je pense que c'est Schopenhauer. C'est L'art vrai? d'avoir toujours raison, ouais. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, il Et en moi, parle là-dedans. Ouais. je vais te dire une parenthèse parce que je suis vraiment apolitique, là. J'avais vu Trump faire ça. Moi, tu sais, moi, je suis une observatrice. Je passe Ouais. mon temps à observer les gens puis à me surprendre de leur comportement. Puis j'avais observé ça chez Trump. Il arrivait, puis dans une première minute, il accusait l'autre d'un mensonge. Mhm. Puis c'est ce qu'on voyait, l'autre passer son temps. Donc, toute l'énergie est mise à se défendre. Alors qu'on fait ça, quand on se fait traiter de tel et tel terme, on passe notre temps au départ à se défendre de ça en disant je suis pas comme ça. Alors, ce que tu as fait, c'est que tu as posé une question à l'autre. Mhm. Explique-moi pourquoi tu dis ça. Et si on prend le temps de l'écouter, souvent l'autre va la personne elle-même va commencer à réaliser certaines choses plutôt qu'argumenter. L'argumentation, c'est l'autre ennemi. Il y a l'interprétation puis l'argumentation. Je pense que c'est une question qu'on se pose. Comment ça se fait que les gens ne comprennent pas? Ben, c'est ça. Puis moi, c'est ce que je prêche tout le temps. Je dis tout le temps, au lieu d'arriver avec des arguments sur Oui, si les discussions actuellement sont très difficiles, au lieu d'arriver avec des arguments, posez des questions. Poser des exact. questions, c'est vraiment la solution. Mais moi-même, j'ai de la difficulté à faire Oui, ça. on a de la misère. J'ai de la difficulté, mais Ouais, j'essaie vraiment du mieux que je peux. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on pose des questions, ça force la personne à ouais, réaliser qu'elle parle souvent à travers son chapeau et qu'elle dit exact. absolument n'importe quoi. Ben oui. Je parlais avec quelqu'un justement bon, des dissidents, des opposants. Bon, c'est quelqu'un qui écoute TVA à côté du matin au soir. Et puis, je lui disais, les opposants ont été vraiment diabolisés dans les médias. Et j'ai dit, toi, tu me connais? Est-ce que tu considères que je suis une personne violente, extrémiste de droite, idiote, imbécile, non instruite? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment ta perception de moi? Si c'est pas ta perception, je sais que c'est pas sa perception de moi. Je dis, mais non, mais les gens qui se sont opposés aux mesures, j'en connais plein et je te dis que ce qu'on dit d'eux dans les médias, c'est faux. Et j'ai osé dire une autre personne qui a été diabolisée dans les médias, c'est Donald Trump. Et là, la personne a dit ah ben là, j'ai de la misère à te croire. Donc, elle me croyait sur les opposants, mais Donald Trump, non, 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 ça, non. Et là, j'ai posé la question combien de discours de Donald Trump as-tu écouté? Et sa réponse, ça a été pas de réponse. Il Donc, n'y en avait ça pas l'a assez. forcé à se dire ouais, mais attends, là, pourquoi je pense ça de lui?
Je sais pas c'est qui au fond. Je l'ai jamais écouté. J'ai dit, tu vois, j'ai dit, tout ce que tu sais de lui, c'est ce qu'on a dit dans les médias, des petits extraits sortis hors contexte. Ah, il a fait ci, il a fait ça, des affaires insignifiantes. Alors que si tu avais pris le temps d'écouter ses discours, tu aurais sûrement une autre opinion de lui. Ouais. Tu vois, c'est ta question qui a été une clé dans votre discussion. Puis, je reviens à ce que tu disais, ce serait tellement bien si on apprenait. Dans le fond, on est dans une école, hein, on apprend sur le tas en ce moment parce qu'on n'a jamais connu la guerre, si on peut dire, et cette sorte de guerre-là aussi. Et d'entretenir une relation, par exemple, puis une discussion, puis de commencer en écoutant l'autre, en posant des questions. D'abord, c'est pur posant. Quand on argumente, mon Dieu, on travaille fort. Quand j'enseignais à l'université, je disais aux thérapeutes, quand vous réalisez que vous travaillez plus fort que votre client, c'est parce que vous êtes sur une fausse piste, là. Puis c'est ça qu'on fait quand on est en relation, puis on a l'impression qu'on travaille tellement fort pour apporter nos arguments. C'est peut-être un signal qu'on peut utiliser pour prendre une distance, revenir dans le silence, qui est déjà un peu inconfortable parce que si on voulait être stratégique, l'idée, c'est de mettre en déséquilibre l'autre. Mhm. Alors qu'on l'est, nous, quand on cherche des arguments, même s'ils sont solides, même s'ils sont réels, quand on met en déséquilibre l'autre, dans le silence, dans une question posée, une question qui est large. Souvent, le mieux, c'est les questions très larges, tu sais, où c'est pas oui, non. C'est Mhm. parle-moi donc de ce que tu sais sur telle personne, puis d'où tu l'as pris, ce que tu sais. Puis pendant que la personne, elle réfléchit, puis elle trouve sa réponse, on peut trouver une autre question à lui poser. Puis c'est comme ça que la personne va réaliser. Tout est une question de jusqu'à quel point je peux réussir à créer une faille dans son raisonnement. C'est parce qu'elle a un raisonnement. Les gens ont une cohérence interne, hein, une cohérence qui leur permet de dire certaines choses. Et nous, le travail qu'on doit faire, c'est non pas lui montrer comment nous, on est cohérent, parce que là, ça passe pas. C'est un Non. mur, c'est un bloc, c'est impossible. Il y a des termes qui ont été utilisés comme complotistes qui font qu'elle n'écoute pas cet argument. En fait, tout ce qu'elle va faire, c'est elle va trouver un lien entre le complotisme et notre argument. Tu sais, ce que tu disais, là, les gens qui te connaissent, moi, j'utilise même plus ça parce que c'est pareil, moi aussi, j'ai été connue comme une personne super positive, aimée de tous, reconnue, prof titulaire, tout ça. Mais ça sert à rien parce que les gens, les gens m'ont mis une étiquette dans le front, puis c'est cette étiquette-là qu'ils voient, tu sais, Ouais. avant tout, là. Mhm. J'aime mieux que les gens fassent leur découverte eux-mêmes. Alors, c'est vraiment ça, prendre le temps de respirer, puis là, de renvoyer la balle à l'autre et puis de la laisser se démerder avec cette balle-là. C'est vraiment la meilleure façon de Ouais. créer une faille dans le raisonnement pour que cette personne, puis avec beaucoup d'empathie, pour que cette personne-là réussisse à admettre peut-être une erreur qu'elle a fait dans son jugement. Et puis la laisser se débrouiller, puis même pas revenir en disant, tu vois, j'avais raison, même pas Ouais. faire ça. Ça, c'est la pire affaire. Oui, effectivement. Je pense qu'à chaque fois où on se montre fort, malheureusement, on n'obtient pas ce qu'on veut. Il faut se montrer, tu sais, même bon, un autre truc que je montrais, là, je sais pas pourquoi on fait cette entrevue-là, mais si je peux me permettre de montrer Non, des non, vas-y, c'est façons de discussion faire. libre. Un autre truc que je montrais en thérapie, c'est que, bon, quand on se montre comme supérieur à l'autre, on la place dans un état de vulnérabilité, puis à ce moment-là, elle ne va pas s'ouvrir. Elle va mettre son énergie à se montrer aussi forte que nous. Alors, quand nous, on arrive à dire, tu sais, moi aussi, je me suis trompée. Moi aussi, j'ai fait des erreurs de jugement, puis j'en fais encore. Ben, elle va se sentir plus, c'est comme si elle va respirer, puis là, elle va peut-être accepter de nous dire quelque chose qu'elle n'ose pas nous dire tant qu'on se montre forte ou fort avec elle. Donc, truc, montrez votre vulnérabilité. Ouais, puis pas trop. Ah, tout ça, c'est dans le tact, dans la mesure, pas trop, réellement. Tu sais, dire les choses qui sont vraies, sincères. Ben, Ouais. ça me rappelle justement, je fais un parallèle avec un autre aspect, je ne sais pas trop comment le nommer, mais j'ai un livre ici devant moi que j'ai adoré, que j'ai lu quand j'étais en Chine. Et ça, j'ai lu ça en 2019, juste avant la crise. Ça s'appelle
Age of Propaganda, the Everyday Use and Abuse of Persuasion. Donc, l'âge de la propagande, l'usage et l'abus quotidien de la persuasion. Mon Dieu, comment ça que tu avais trouvé ce livre-là, puis Écoute, juste avant la crise? Écoute, moi, je m'intéresse à la propagande depuis très, très, très longtemps. Puis, j'étais tombée sur ce livre-là. Je me suis dit, ah, je vais l'acheter. Et c'est un livre qui est fascinant. C'est vraiment, ils utilisent c'est deux psychologues, en fait, qui ont écrit ça. Deux professeurs, un professeur de psychologie. Et puis, ouais, c'est ça, deux professeurs de psychologie. Donc, ils donnent des exemples d'études qui ont été faites. Et c'est fascinant. Et il y a une étude dont ils parlent. Ils disent on étudie les Krishnas parce que les Krishnas, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont offrir une fleur aux gens. Et puis après, ils vont dire ben, si vous voulez cotiser ou faire un petit don pour nous, ben, ce serait gentil. Et ils ont réalisé que, dans le fond, quand on donne quelque chose à quelqu'un, et après qu'on demande quelque chose à cette personne-là, la personne va être plus encline à nous donner quelque chose en retour. Et moi, j'avais fait le test avec une de mes élèves. J'enseignais l'anglais en Chine à ce moment-là. Et puis, j'avais une élève qui était nouvelle, elle est arrivée au milieu de l'année. Elle était d'une timidité incroyable. Et puis, elle ne prenait pas de notes. Elle ne prenait pas de notes. Elle n'avait pas de cahier, de crayon. Puis, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas les moyens ou je ne sais pas. Puis, quand je lui demandais de participer au jeu, elle ne voulait pas. Euh, donc, je me suis dit, OK, là, j'ai pensé à cette étude-là. Je me suis dit, ah, je vais lui acheter un cahier. Fait que je lui ai acheté un petit cahier avec un crayon pour prendre des notes. Et puis, je dis ça, puis ça m'émeut, là, j'ai les larmes aux yeux parce que c'était vraiment extraordinaire. J'ai acheté un cahier, puis c'était écrit dessus Believe in your dreams, quelque chose comme ça, crois en tes rêves, je sais pas. Fait que je l'ai sorti de la classe au début d'un cours. J'ai dit, viens ici. Fait que là, je la fais venir et puis je donne le cahier. J'ai dit, tiens, c'est pour toi. J'ai donné le cahier avec le crayon. Et puis, ben, à partir de ce moment-là, elle a commencé à participer à mon cours. Donc, c'est comme si elle m'avait donné ça en retour, tu sais. Fait que pour moi, c'était extraordinaire, là. J'étais comme, wow, ça a marché. J'ai Oh, donné quelque wow. chose, puis elle s'est mise à participer. À ce moment-là, tu sais, quand j'allais la chercher, je disais, viens faire le jeu, puis elle venait. Donc, Ah, c'est beau. ouais, Ça marche dans le sens positif, tu vois. exact, Puis exactement. c'est intéressant que tu nommes ça. Je sais pas le lien que tu faisais, mais j'ai observé ça aussi, comment ces castes-là, cette caste-là, elle utilise justement les compliments. Je disais ça, ils flattent l'ego là, Ouais. énormément, même des gens qui n'ont pas de grandes aptitudes. Puis ensuite, ils vont les mépriser un peu comme les pervers narcissiques. Puis j'ai Mhm. envie de te dire, quelque chose que j'ai jamais dit, c'est que j'ai été approchée, moi aussi, par ces gens-là, Ah ouais. tu sais, de la façon dont tu le décris. C'est-à-dire, j'ai eu quelqu'un qui était dans un groupe sataniste qui est venu participer à une marche, puis il est arrivé en m'offrant quelque chose. Ah. Mais quelque chose d'extraordinairement bien écrit, une lettre écrite à la main en calligraphie avec un étampe. C'était extraordinaire ce qu'il m'offrait. Puis il y avait, je pense, un petit cadeau avec ça. Puis la personne elle-même était habillée comme, tu sais, je me disais, viens marcher avec moi, elle était habillée avec des souliers super beaux. Alors je voyais. Puis il y a une autre personne qui, je crois, fait partie du syndic du Collège des médecins, je ne suis pas certaine, mais commence de la même façon, c'est-à-dire elle te complimente. Je me souviens qu'elle m'a complimenté dans un mail qu'elle m'a envoyé, puis ensuite elle m'a posé une question piège. Et je voyais que cette question-là était pour m'accuser, tu sais. Ah, Elle voulait wow. que je porte un jugement Mhm. médical, tout Ouais, ça. ouais, Alors, ouais. je vois bien que c'est leur façon, puis c'est vrai que ça marche positivement. Moi, ma spécialité, c'est la psychologie positive. Mhm. Puis, on sait maintenant qu'on va obtenir les mêmes résultats des meilleurs résultats si on identifie les forces d'une personne qui est avec nous. D'abord, on lui donne confiance, puis on lui Mhm. donne confiance dans la relation. Alors, ça marche dans la propagande, comme tu dis, c'est le même qui arrive à voir les gens. Mais là, moi, je veux te ramener à ce que tu me disais sur la personne. Tu dis une personne qui était sataniste, qui est venue. Ouais, Comment tu sais que cette incroyable. personne-là est sataniste? Écoute, moi, je ne l'aurais jamais su, mais il y a des gens qui ont été sur son site.
Internet. Mhm. Puis, il y avait des photos de femmes ensanglantées, OK. avec, lui en habit, tu sais, dans des cérémonies, écoute, moi, je connais pas le satanisme, mais de toute évidence, cette personne-là était très étrange. Puis j'ai fait le lien justement dans cette offre-là. Elle Mhm. était comme avait pas sa place dans nos marches, là, était trop tellement c'était Ça weird, là. clashait, là. Ça clashait, puis c'est ça, en allant en faire des recherches sur son site, c'était pas caché du tout, hein. Non, non. C'était des photos qu'il avait mis, c'est un homme, là, qui l'avait mis c'est un photographe, mais des photos, vraiment très évocatrices, là. Ouais, ouais. Mais c'est ça, justement, quand on parle, il y a des gens qui ont évoqué, bon, le pédosatanisme, tout ça. Moi, j'ai jamais parlé de ça. Pas parce que je trouve pas ça intéressant, c'est juste que je n'y connais rien. Donc, Ouais, j'évite de parler des sujets que je ne connais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que la pédophilie, ça existe et le satanisme également. Donc, je me suis intéressée aux deux séparément. En fait, OK. je suis allée, j'ai regardé beaucoup de trucs sur le trafic humain et j'ai regardé aussi beaucoup de trucs sur des victimes. J'ai écouté beaucoup de témoignages de victimes de rituels sataniques. Et on voit vraiment là, il y a un, comment dire, un tableau qu'on peut brosser là, de qui est impliqué là-dedans. Et j'ai écouté des victimes vraiment d'un peu partout, là, tu sais, je veux dire, en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, ben, l'affaire du trou, il y avait une victime là-dedans là, qui parlait. Ben, en fait, là, c'était vraiment au niveau du trafic humain. Là. Il y a toujours quelqu'un de la famille qui est impliqué, euh, des policiers, des juges, des avocats et des gens du gouvernement. Et ça, il y a vraiment, il y a tout plein de trucs qu'on peut regarder, dont des reportages de 60 Minutes. Qui ne parle pas nécessairement de satanisme, mais quand on parle de la DPJ, c'est ça, j'oubliais de mentionner. Je ne dis pas que la DPJ est impliquée là-dedans, mais des organismes comme ça qui s'occupent des enfants, très, très souvent, sont impliqués là-dedans. Donc, c'est des phénomènes qui existent, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens se bloquent Ouais, quand on mentionne ces choses-là, parce que ce sont des phénomènes qui existent. Je veux dire, il y a un truc qui s'appelle l'Église de Satan. Il y a même ouais, il y a une Bible qui existe. Donc, on ne peut pas nier que ces choses-là existent. Qu'est-ce qui fait que ces ouais. gens-là, et juste avant que tu répondes, moi, je me suis intéressée à ça bon, dans les 2 dernières années. Mais j'aurais jamais été capable de m'intéresser à ça avant parce que je me sentais pas assez solide pour aller là parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était un peu, c'est déstabilisant, c'est épeurant, mais là, on dirait que j'avais la force mentale d'y aller. Tu prête. Ouais, c'est vraiment intéressant puis ce que tu dis. Ça nous aide à aller là. C'est quand c'est-à-dire, pourquoi les gens ont du mal à aller là? On peut le reconnaître en nous par rapport à un thème qui un jour, on était vraiment rébarbatif par rapport à ça, on voulait pas aller là. Puis je sais pas, on a évolué, puis là, on est prêt à aller là, puis on comprend, on saisit mieux, on accepte mieux cette réalité-là. On l'a tous vécu, ça nous permet de comprendre pourquoi certaines autres personnes arrivent pas à aller là où on est présentement. Il y a quelqu'un qui a parlé de dissonance citoyenne. Je trouvais que ça pouvait résumer ce qui se Oui, passe, Idriss pour ces Aberkan. gens-là. Ben, exactement. Ça Mm. fait que, bon, la dissonance cognitive, on la connaît en psychologie, c'est-à-dire qu'on a un filtre dans notre cerveau qui est fait à partir des informations qu'on a. Et ce filtre-là, on peut l'imaginer, là, il fait qu'il y a des choses qui rentrent, puis il y a des choses qui rentrent pas. Alors, on a un cadre de référence et puis il se modifie, tu sais, plus on vieillit, plus il se modifie, puis soit il se referme, soit il s'ouvre. Ben, on a aussi une dissonance citoyenne, c'est-à-dire qu'on peut pas croire que Idriss, Aberkan, ce qu'il dit, c'est tellement salaud, c'est tellement weird qu'on veut pas y croire. On veut pas aller là. On veut pas croire que la société, elle implique ce genre d'affaires-là. Mhm. Puis comme toi, je comprends très bien ça. Parce que moi aussi, ce phénomène-là, j'étais fermée jusqu'à maintenant. Jusqu'à temps que je passe cette envie, moi, je peux te dire ce qui m'a fait m'ouvrir à Oui, cette vas-y, vas-y. possibilité-là. Ça m'aidait, moi je suis pragmatique, alors ça m'aidait que ça soit quelqu'un en finance qui en parle. Mhm. C'est quelqu'un qui avait réussi sur le plan de la finance, puis qui avait monté les échelons
et qui nous a parlé des fameux Vanguard puis Oui. BlackRock. Est-ce que c'est En un dis- Néerlandais? Oui, je Oui, je crois, sais il de y qui avait tu accès. parles. Bon, tu le sais, J'oublie son nom, mais j'ai regardé cette vidéo-là, ouais. moi, tu sais, je suis toujours à me demander, est-ce vrai, est-ce faux? Est-ce Mhm. des histoires pour nous diviser encore plus? Et lui, je l'ai écouté une couple de fois, je me dis, oui, ça semble vrai ce qu'il raconte. Alors, ce qu'il raconte pour faire une histoire courte, c'est il a monté les échelons jusqu'à temps qu'on y offre d'assister à une cérémonie où il y avait un sacrifice d'enfant. Et puis après, tu sais, au fur et à mesure qu'on ramasse les infos, on peut bien comprendre qu'il y a du chantage. Tu sais, pour que les gens acceptent de faire ce qu'ils font en ce moment, je crois qu'il y a des gens qui savent pas. Comme la plupart des journalistes, ils le font de bonne foi, c'est-à-dire Oui. qu'ils croient vraiment qu'il y a une pandémie, Mhm. et puis ils tournent dans leur aquarium, là. Mais il y a des gens qui finissent par avoir accès à de l'information et puis, on use de chantage auprès d'eux. On use de drogue. Je le vois bien qu'il y a des gens qui sont pas là, là, ils sont drogués, Mm. puis ils sont influencés sur le plan cognitif. Je suis certaine qu'il y a de l'hypnose qui est utilisée auprès de ces gens-là. J'ai vu passer là, Trudeau avec Biden aujourd'hui dans une cérémonie du G20, habillé comme Klaus Schwab. Je me dis, c'est de l'hypnose Wow. complètement. Habillé pareil, Ah et c'est non. incroyable. Mais Hey, mais je attends, crois c'était que pas un truc en Chine, ça? Il y a quelqu'un qui ah, m'a parlé de ça, je l'ai pas vu, je mais pense, ben, j'ai cru que c'était le G20, là, mais c'est peut-être pas le G20, là. Il y a un événement en ce moment où Klaus Schwab ouais, participe. ouais. En tout Ouais, c'est cas, mais peut-être un je sais pas, là. je Je sais peux pas pas. non plus. Mm. Mais pour dire que ces gens-là, lorsqu'ils accèdent à un poste de pouvoir, ils ont, pour moi, ils subissent du chantage de cet ordre-là, là. Il y a des films qui sont pris. Pour moi, Epstein servait à ça, dans le fond, Ouais. prendre ces gens-là, puis oui. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un sujet qui n'a pas été vraiment abordé dans les médias, alors que c'est immense. Je veux dire, tu as Ghislaine Maxwell qui s'est fait condamner pour, dans le fond, facilitation, je ne sais pas si c'était du trafic sexuel ou proxénète ou je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement des termes, mais, et c'est Joe Rogan qui disait, mais écoutez, quand il y a du trafic d'êtres humains, elle a facilité le trafic, mais elle a trafiqué à qui? On ne le sait pas. Je veux dire, ces gens-là, pourquoi ils ne sont pas accusés? Pourquoi on ne sait pas qui Ben, était? c'est drôle, hein? Ma façon de voir les choses, c'est qu'il plane toujours la possibilité que ces noms-là sortent, mais ça fait partie du chantage. Un peu comme Mhm. si ce que Trump appelle l'État profond leur passait le message. Vous savez, cette liste-là, on peut la sortir n'importe quoi. Ça Ouais. fait que fermez vos boîtes. Alors, c'est pas tant ceux qui ont participé à ces orgies-là, là, à Mhm. ces relations sexuelles avec des mineurs. Pour moi, c'est des gens qui collaborent. Effectivement, c'est des collaborateurs, Mhm. mais ils sont soumis à ce chantage-là, là, de ces satanistes. Et je pensais jamais qu'on allait parler de Ben satanisme moi non plus, ensemble, c'était pas prévu. Mais pas du tout. écoute, je te ramène sur, tu disais, ah, tu penses que des gens sont drogués. Puis là, j'ai pensé sûrement Ouais. qu'il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc. Mais juste ce qui s'est Euh, passé récemment avec Kanye West, il a publié un échange qu'il a eu avec un de ses gérants, je crois. Et puis il ouais. disait, écoute, si tu continues comme ça, je te retourne en institution, puis on va te droguer, mon gars. Tu pourras, tu Ouais. sauras, je veux dire, les fois où tu vas voir tes enfants, ce ne sera plus jamais pareil, etc. Comment? C'était incroyable. Donc, il y a vraiment du chantage qui se fait. Ah, c'est clair. Puis je sais pas si c'est aujourd'hui, dernièrement, c'est qui est décédé? Quelqu'un qui était dans les bitcoins, là, puis il venait de dire, il venait justement de dénoncer la pédophilie par la CIA. Puis il était retrouvé mort dans l'océan, noyé, avec, paraît-il, c'est pas les mains liées, je sais pas trop là. Ouais. Mais effectivement, il y a Mais je c'est veux dire, fréquent, ça. ben, on le sait, ça paraît, puis il y a des morts suspectes, là, on n'arrête pas d'en voir. Je parle pas des morts subites, là, qu'on voit de Oh, plus ouais. en plus, mais les morts suspectes qui existent depuis très, très longtemps. Alors, évidemment, ceux qui dirigent, ceux qui nous dirigent, là, ceux qui sont en haut de la pyramide, c'est pas Mm. des gens qui sont sains. Puis c'est pas des gens heureux non plus, là, c'est des gens qui
veulent garder leur pouvoir, puis vont utiliser des moyens, évidemment, des mauvais moyens là, Ben pour garder ça. justement, parlons de ça. Tu dis que ce pas des gens sains. J'avais Mhm. lu quelque part que justement, les psychopathes, c'est des gens qui vont chercher des positions de pouvoir parce que c'est ce qui les anime, dans le fond, E- d'avoir du Exact. pouvoir. Ah, c'est intéressant parce que c'est des gens qui éprouvent pas d'empathie, mais qui ont besoin peut-être de stimulation. Je suis pas une spécialiste de la psychopathie, là. C'est Mm, pas mon domaine, mais je peux comprendre que si ces gens-là manquent d'empathie, c'est que ils ont une tu sais, il y en a qui sont hypersensibles, ils ont une insensibilité, ils ont peut-être un besoin de ressentir des choses, puis ils vont ressentir ce pouvoir-là en méprisant d'une façon abjecte là, des gens, d'une façon abominable, là. mm, Est-ce que c'est des psychopathes? C'est des gens qui sont pas heureux. Pour moi, c'est la base, tu sais, qui trouvent pas un sens à leur vie, juste dans faire plaisir à l'autre, vivre sa vie. C'est des gens qui ont vécu dans une famille, dans un contexte aussi, ils ont été élevés là-dedans. Tu sais, c'est pas mm, nouveau. Je parle des gens qui sont vraiment au-dessus, là, des mhm, gens qui utilisent les autres, là. C'est nécessairement pas des gens sains. Puis c'est peut-être important de le dire parce qu'on a l'impression qu'ils trippent. Ces gens-là sont malheureux. Ces gens-là sont pas comme vous et moi. Puis je parle, encore une fois, je parle des gens, tu sais, mhm. des gens en haut, là. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit avoir pitié d'eux? Je pense pas qu'on est capable d'avoir pitié d'eux, mais si moi, je travaillais avec eux, je sais qu'ils ont une maladie mentale importante. Mhm, Puis d'origine, je dire génétique, c'est-à-dire ça vient de leur enfance, ça vient du climat familial, ça vient de leurs parents qui les ont encouragés à être comme ça aussi, là. mhm. Mais écoute, on a parlé de bien des affaires négatives, Incroyable. mais là, j'ai la Ouais, chance d'être avec une personne qui est qui fait de la ouais. psychologie, spécialiste de la psychologie positive. Lucie, comment on fait pour rester positif dans le climat actuel où on nous fait peur avec les changements climatiques, avec la crise économique? Là, j'ai plein de gens qui me disent, j'espère que tu t'es fait des réserves parce que là, vraiment, là, ça y est, tout va péter, on va manquer de tout, on va manquer d'essence, il y aura plus. Là, il y a nos dirigeants qui nous disent que là, ah ben là, il faut pratiquer la sobriété énergétique parce que là, on n'a plus assez d'électricité. Donc là, c'est comme si on vivait une époque là, où tout est en train de s'effondrer. Euh, Comment on fait pour rester sain d'esprit et positif dans un monde comme ça? J'aurais envie de te relancer la question parce que je me demande si tu as fait ce qu'il faut faire. Ben, je crois que oui, il y a une forme de lâcher prise, hein, faut avoir. Puis je pense que ça fait partie de notre évolution personnelle. Depuis 2, 3 ans, on a évolué beaucoup. Je pense que toi aussi, Ben on a, oui, on a ben, je appris. pense. Ben, je le pense, je te vois aller, Julie, puis comme plusieurs autres aussi, et moi y compris, on évolue. Puis quand je dis évolue, là, c'est intérieurement. Ce qui nous permet éventuellement de voir ça comme une grande pièce de théâtre. Quand tu dis ça, je sais très bien que ça n'existe pas. Ça, c'est de l'intimidation. C'est des nouvelles qui circulent pour faire peur aux gens. Puis bon, on le disait tantôt, une des premières choses, c'est arrêter. Arrêtons de les lire, ces nouvelles-là, et de les propager aussi, là. Il faut vraiment se désensibiliser sans dire qu'il y a pas de souffrance. Il y en a de la souffrance. Il y a des gens qui meurent là, qui meurent psychologiquement, qui meurent physiquement aussi. C'est réel ça. Il y a des gens qui ont du mal à arriver, il y a des gens qui ont perdu leur job, tout ça, ça existe, mais l'histoire qu'ils racontent n'existe pas. C'est arrangé avec les gars des vues. Alors ça, c'est une première chose. Je crois qu'il faut en arriver là. Mm. Lâcher prise, comprendre que c'est une grande pièce de théâtre. Puis l'humour, tu sais, il y a des stratégies. L'humour, c'en est une. Parce que Oui. l'humour, ça nous permet de nommer les choses avec dérision. Donc, c'est pas de ne pas en parler, mais c'est de traiter ça à la mesure qu'on doit traiter ça. C'est une vraie joke, là. Mhm. C'est une pièce médiocre, là. En rire, l'humour, c'est vraiment Mm. quelque chose. Puis évidemment, mettre son énergie ailleurs parce qu'il y a tellement de choses à faire. Tu sais, si effectivement, on va manquer de choses, je sais pas si on va manquer parce que mon champ, je suis en Europe, là, comme tu Ouais. sais,
Puis en France, tu sais, il y a un certain temps, il y a eu cette crise énergétique dont on a parlé. Tu sais que ça s'est résorbé, là, tu sais. Moi, j'ai Philippe qui est mon ami, qui est en France, qui me disait, là, pendant une semaine, ils ont manqué d'essence, là. Mhm. Puis je disais: «Waouh, mais là, est-ce que tu arrives à voyager?» Mais Lucie il m'a dit: «Lucie, mais c'est passé, là, cette crise». Ah, voilà. Alors, je sais pas si tu vois, c'est les nouvelles qui circulent, puis il faut oui, mais c'est vrai que ça nous permet peut-être de développer des aptitudes qu'on n'avait pas. Faire du jardinage, Mhm. commencer à faire des conserves, ça fait partie d'un plaisir de la vie, ça. Puis s'entraider, commencer à penser: «Bon, ben, peut-être sortir de ma zone de confort puis aller voir mon voisin qui est agriculteur, par exemple, puis demander: "Est-ce que je peux acheter directement de toi?"», par Mhm. exemple. Tu vois, il y a vraiment plusieurs trucs, puis ces trucs-là existent en ce moment. J'ai vu passer le groupe des 100 000 qui proposait, c'est au Québec, là, Mm. 100 000 personnes, mais en fait, ils sont 20 000, mais ils aimeraient être 100 000, mais qui proposaient justement de mettre la main à la pâte, puis de parler d'autres choses, là. Puis de développer nos compréhensions, par exemple, de l'énergie libre. La monnaie aussi. Oui. La monnaie ici, en Europe, en tout cas en France, là, c'est très, il y a la June. Moi, j'y crois vraiment à la June, qui permet des échanges, qui C'est quoi la permet de June? l'entraide. La June, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on a ici chez nous? Le jeu, Le tu jeu, sais, ouais. Jeu, jeu Mhm. existe, mais c'est vraiment c'est basé sur des points avec, des échanges. Mais la June, Mhm. c'est pareil. Il y a des points puis, c'est vraiment c'est un système qui ressemble au jeu, mais c'est populaire ici Le pas jeu, ici, là, mais en France. pour ceux que ça intéresserait, c'est le jardin d'échange universel. Puis il y a des rencontres, je pense, que c'est une fois par mois, en tout cas, occasionnellement, il y a des rencontres, là, puis les gens peuvent s'échanger des trucs. Moi, je trouve ça extraordinaire, ces systèmes-là, mais je me dis, Colin, j'ai l'impression que c'est bon pour des gens qui ont des trucs à offrir, des services à offrir, tout ça, puis je me dis, mais moi, qu'est-ce que je peux offrir? À part Bonne que, tu sais, question. je veux dire, j'offre mon travail, tu sais, mais Ouais. c'est difficile d'échanger ça contre, je sais pas moi, une coupe de cheveux. D'ailleurs, je vais pas chez la coiffeuse, ça paraît. Euh, mais c'est Tu ça. as Fait pas que besoin. merci. Pour quelqu'un qui est plus dans le travail intellectuel, Ouais, je dirais, c'est plus ouais. difficile que des gens qui font des trucs matériels, là. Tout à fait, puis même je vais pousser ça encore plus loin. Je pense tant qu'on n'est pas dans la nécessité, c'est pas pertinent. En ce moment, on n'est pas dans la nécessité parce que l'argent fonctionne librement. Mhm. Mais je me dis, le jour où ce sera une nécessité, on serait très créatif, puis ce sera déjà en place. Il y a, ce qu'on dit par rapport au jeu, puis, ben, je sais pas par rapport au jeu, mais par rapport à la jeune et à Synapse, qui est un autre système français, c'est d'abord et avant tout un système d'échange, de rencontre, pour rencontrer des gens parce qu'on se sentait seul à penser comme on pensait. Puis là, il y a toutes sortes de groupes qui sont mis en place pour rencontrer d'autres personnes qui pensent comme nous, se sentir bien entouré, puis continuer à tenir le coup. Ça, c'est une chose, mais ce que tu disais par rapport à c'est peut-être pas, tout ça qui se met en place, mais c'est aussi, les médias alternatifs qui se développent. Écoute, il y a plein de choses qui sont développées dans ces 2 3 années-là et qui sont de haute qualité. Quand je te parle de Ouais. journaliste ou moi, je trouve que tu es une journaliste comme on n'en voit plus maintenant dans les médias Ah, merci, traditionnels. c'est Je m'excuse gentil. pour eux, mais c'est clair, on a redécouvert le journalisme à travers ces médias-là et puis j'entendais monsieur Nguyen, là, le président Nguyen. de la Fédération Ouais. des gens Nguyen, parler des médias sociaux. Ce qu'il faut donner aux médias sociaux, c'est que c'est des vraies personnes pleines d'intérêt, de passion, qui ont été au bout de leur passion et qui ont partagé ça. Puis ça a pas fait l'affaire de l'élite parce que c'était pas institutionnalisé. Même si les médias sociaux maintenant sont dans des Facebook, tout ça, ça appartient à des gens. Mais n'empêche que ce qui s'est passé là, c'est extraordinaire parce que des gens se sont parlé, ont échangé des informations, des trucs, puis il s'est développé à travers ça des médias alternatifs et donc de la vraie information. Alors je trouve ça génial, puis là, on voit avec les lois, là, C11, je sais C'est pas, 11, ouais. qui veulent mettre ils veulent contrôler ça. Mais parce que justement, ça s'est créé à travers ça. Alors vois-tu,
La question, qu'est-ce qu'on doit faire pour rester positif? On le fait Fait déjà. déjà. Mhm. Et puis là, j'entends moins les gens dire ouais, mais, non, non, on arrête de dire oui, mais. Il faut sortir de notre zone de confort puis aller vers ce qui existe déjà. Ça va prendre de l'ampleur. Puis de toute façon, moi, je crois aux petits. Pour moi, ce qui va rester petit va survivre beaucoup plus que ce qui devient grand, puis qui est Mhm. ensuite récupéré là, par ces élites-là. Là. Oui, absolument. Ben, écoute, ce que tu dis dans le fond, c'est que moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'on nous dit qu'on est dans une démocratie, puis que on a la liberté d'expression, tout ça. Mais quand, depuis l'avènement justement des réseaux sociaux, il y a vraiment une liberté d'expression et les élites ne l'acceptent pas. Ah non, Ils ne t'avais pas la l'acceptent raison. pas. Donc, c'est comme si pour eux, il fallait, eux ont une liberté de parole qui est Ouais, supérieure à celle du citoyen moyen. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient des nouveaux médias indépendants, c'est l'authenticité. Hein. Les oui, gens, tu sais, je veux dire, des gens, pourquoi Dan Pilon il pogne autant? Pourquoi Samuel Grenier pogne autant? Parce que c'est des gars qui sont authentiques. Je veux dire, il y a pas ouais, de, c'est pas une image léchée, un discours écrit qu'on lit sur le téléprompteur. C'est des gars qui parlent du cœur, hein, ouais. qui Et sont avec leur authentiques. cœur. Ouais. Exactement. Oui, oui, il y a ça. Avec les moyens du bord, c'est ça Mhm, qui est extraordinaire. Puis je vois plusieurs défis pour nous de sortir de ce système-là où ce qu'on privilégiait, c'est monsieur avec une cravate puis un veston ou madame en tailleur qui rendait la nouvelle. mhm, Et puis, on est encore un peu accroché à ça, puis on a du mal à faire confiance à monsieur, madame, tout le monde qui échangent des nouvelles avec leur cœur. Et pour moi, on est en transition de reconnaître que cette authenticité-là a plus de valeur que le costume. Et mhm. puis, monsieur, madame, tout le monde est capable d'aller chercher de l'information puis de la rendre mieux, c'est ce qu'on apprend, que les rapporteurs. Moi, comme je t'ai dit, j'ai connu les journalistes assez pour dire ce sont des gens brillants. Mais Mhm. en ce moment, ce sont des rapporteurs de nouvelles. Ce ne sont pas des enquêteurs de nouvelles. Alors que, tu te souviens, au début, je me souviens plus comment on les appelait. C'était pas des lanceurs d'alerte, c'était des soldats numériques. Je sais pas si tu te Oui, souviens, oui, des il y en a plein. chats-3 Il y en a soldats. plein de ça. Moi, j'en revenais pas, mais je regardais ça puis je me disais, c'est extraordinaire parce que les gens se mettent ensemble et s'entraident en partageant l'information. Puis entre autres, moi, j'ai été alertée parce que la première fois où j'ai vraiment réalisé, attends, ce monde-là auquel j'ai cru, je n'y crois plus, c'est quand en Suède, j'étais là, ici sur place, puis je lisais en fait les articles qui parlaient de la Suède et qui étaient présentes au Canada, au Québec. Puis je me dis, attends, c'est pas ça du tout, là, ce qui se passe. Et tu sais, il y avait des collègues qui m'envoyaient des articles de journaux pour me dire, Lucie, ce que tu racontes, c'est pas vrai. Oui, Regarde, mais j'ai vécu je la me dis, même chose. c'est vrai, en En- en- Chine. oui, j'étais en Chine. Je me rappelle d'avoir vu un article de la presse qui disait Shanghai, comme si la Terre avait arrêté de tourner. Et là, j'étais, mais voyons donc, c'était le nouvel an chinois, donc oui, il y avait plein de trucs qui étaient fermés. C'est comme ça chaque année. Durant le nouvel an chinois, Shanghai devient une ville fantôme. Donc, eux, ils mettaient ça sur le dos de la pandémie, puis ils disaient que, bon, et là, il y avait ils ont interviewé des gens qui étaient supposément à Shanghai, et puis qui disaient, ah oui, aller faire son épicerie, c'est une mission, c'est vraiment difficile. Puis là, moi, j'étais dans un groupe, dans un chat avec des Français. Fait que là, je leur pose la question, est-ce que vous avez de la difficulté à aller faire votre épicerie? Parce que moi, non. Puis là, je lis quelqu'un dans le journal qui apparemment reste ici, puis il a de la difficulté à aller faire son épicerie. Et tout le monde m'a répondu non, non, ici, non, aucun problème. Et là, j'ai fait OK, non, c'est pas juste moi, là, c'est vraiment. Et quand je suis revenue ici, combien de fois c'est arrivé où je parlais à des gens puis je disais moi, ce que j'ai vécu en Chine, c'est ça. Et les gens me disaient non, non, mais t'as pas vu ce qu'ils ont montré à la télévision? Ouais. T'es faux Ah, ce que c'est tu incroyable. dis, t'es Ah, folle. c'est incroyable. Puis c'est pas, encore une fois, de la faute des journalistes, parce qu'à ce moment-là, on leur disait, ne vous déplacez pas, n'allez pas Mhm. sur place pour voir ce qui se passe, on ne peut pas propager
la COVID. Mhm. Alors, il y avait une interdiction de se déplacer, donc il ne faisait que rapporter. Puis là, on a compris aussi par le fait que toutes les nouvelles, peu importe le pays, étaient dites de la même façon. Tu sais, la courbe aplatie, moi, je l'ai Ouais. entendue en France et dans d'autres pays, là. Mhm. C'est pas possible pour moi qu'on utilise les mêmes termes, tu sais. Alors, bon, évidemment, ces nouvelles-là, ils venaient d'ailleurs, de plus haut. On leur disait Mhm. comment. C'est un peu ce qui se passait comme avant. On leur disait aux journalistes commenter la nouvelle qui nous vient d'en haut. Puis là, ils Mhm. trouvaient des correspondants, des gens qui pouvaient rapporter. Mais tu sais, on sélectionne les gens aussi là, pour nous aider à faire la nouvelle. Donc, tout ça pour dire que quoi faire dans cette période-là qui est à la fois horrible et extraordinaire, Mhm. parce que jamais tu sais, on était forcés, dans le fond, de recréer quelque chose d'autre qui est de meilleure qualité. Oui. Mais il faut vraiment se le dire et se le rappeler que c'est de meilleure qualité, que c'est plus authentique, que c'est plus Mhm. vrai, parce que on est discrédité, puis parce que c'est pas les mêmes standards qu'avant, parce qu'on porte pas Moi, ce qui m'avait frappé ici en Suède, c'est que les politiciens sont en chemise carottée. Savais-tu ça? Ah ouais. Ça m'a charmée. Quand j'ai vu le chef de la santé publique à la télévision en chemise carottée, Ah, c'est donc bien le je, fun. je me suis dit, attends, cet homme-là, c'est un monsieur comme tout le monde qui se prend pas pour un autre. Puis il dit ce qu'il pense. C'est pas pour dire, encore une fois, ben, c'est pas parfait en Suède, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus près du terrain, qui sont plus près du monde, puis Mm. tant mieux. Ils sont plus nombreux. C'est une minorité de gens qui mènent en ce moment là, la pandémie, l'arnaque là, sur le Mm. plan médiatique, là. Et puis, je pense que, ben, en fait, c'est ça, là, on essaie de nous faire croire qu'on est peu nombreux, qu'on est un petit groupe insignifiant, mais ils parlent de nous constamment, donc on doit déranger beaucoup. Et je pense qu'on est plus qu'on pense. C'est sûr que moi, les premières nouvelles que je partageais, ça disait, ben, un chien qui jappe, c'est un chien qui a peur, là. C'est évident pour moi qu'il y a une forme de panique, même si le plan, là, le fameux plan avance, mais il y a Mm. une panique, c'est sûr. Puis Ouais. cette façon de discréditer, de pointer du doigt des gens qui ont, tu sais, parmi nous, il y a des gens très crédibles, t'en es, puis il y a des scientifiques, puis de plus en plus, ces gens-là attirent l'intérêt du groupe majoritaire qui est silencieux. Puis ces gens-là commencent à se poser des questions. Il y a beaucoup d'efforts et de temps qui est mis en ce moment pour faire taire, pour censurer Mhm. puis discréditer. Je voyais qu'au même moment que, par exemple, les effets secondaires de la vaccination sortaient, on mettait le paquet pour revenir avec la notion de complotisme. C'est là où le livre est sorti, Mon frère est complotiste. Là, Ben oui. je voyais vraiment que ça se suit, ces plans-là, là. Ben justement, je me disais, ça tire à sa fin, mais notre entrevue, mais là, tu Oui. viens de me lancer quelque chose, là. Ah, Je veux rebondir là-dessus. Justement, ce livre-là, Mon frère est complotiste. Bon, premièrement, j'ai appris que les éditions de l'Homme, ça appartient à Québécois. Je savais pas ça. Donc, c'est ça. Les éditions de l'Homme, ça appartient à Québécois. Bon, ça veut rien dire, mais je trouve ça intéressant quand même de le mentionner. Euh, Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que c'est un livre qui nous apprend, en fait, ça dit, bon, mon frère est complotiste, comment rétablir le dialogue. oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux auteurs? Est-ce qu'ils sont allés voir des gens qui sont complotistes? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, le livre, là. Je l'ai commandé en service de presse, je vais le lire, mais OK. moi, de ce que je sais, c'est que ces gens-là ne sont jamais allés vers les soi-disant complotistes pour essayer de dialoguer avec eux. Ouais. Euh, donc, en partant, je veux dire, tu prêches quelque chose que tu ne pratiques pas toi-même. Ah, ben, c'est Je- clair. C'est clair. Ben, en passant, petite parenthèse, c'est important que je le mentionne, mais mes livres, qui sont Sont à à Québécois, l'édition de l'homme. Québécois, c'est ça. Puis j'ai eu quand même le courage de retirer mon dernier, puis de le donner en échange d'une contribution volontaire, puis j'ai l'intention de retirer mes autres livres de Québécois. Parce que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, attends, je ne veux pas encourager une firme mondialiste. Ben, tu Mhm. as raison. Moi, j'ai vu un rapport aussi passer dans lequel je suis avec un titre, Les extrémistes violents. Oh Puis my on donne God. des.
Non, c'est incroyable qu'on parle de nous de cette façon-là. Et ces gens-là, évidemment, m'ont pas appelé hein, pour me poser des questions Mais sur non. qui je suis. Et j'ai été décrite aussi dans les médias traditionnels à partir de théories, alors que cette personne qui parlait de moi ne me connaît mais absolument pas. Tu as raison. Les gens n'ont pas été voir le monde qui Qu'il- l'accusait avec ce terme-là. Mm. Ils ont pris, tu te souviens, ils ont pris des gens qui s'étaient retirés en disant, je me suis fait avoir, maintenant je veux plus être complotiste. Voyons, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, les gens qui étaient identifiés comme complotistes, c'est des gens qui... Ex-complotiste, là, maintenant. Exactement, c'est... Mais non, non, c'est incroyable. À chaque fois qu'ils parlent, j'en connais pas. Il y a eu un reportage une fois qui était fait, où on a vraiment été rencontrer les gens qui parlaient, bon, autrement que le narratif du gouvernement, mais j'ai pas vu autre chose qui avait été publié là, dans les médias traditionnels. Alors, c'est gênant pour eux. Ouais, Pour moi, c'est pour ça qu'il faut pas. Moi, ça m'émeut pas, ça me fait pas réagir parce que j'ai quasiment pitié d'eux. Parce que c'est pas de la science, c'est pas. Ce rapport-là qui était publié, c'est bidon, là, c'est n'importe quoi. C'est c'est comme ces n'importe quoi. recherches qui étaient sorties contre l'hydroxychloroquine. C'est du Mhm. n'importe quoi, là. Moi, j'ai même pas envie d'en parler parce que shame on them, tu sais, honte Mhm. à eux plus tard, quand eux-mêmes vont réaliser ce qu'ils ont fait. Ouais. Je fais des parallèles avec la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque les Allemands ont réalisé qu'ils ont été collaborateurs de cette guerre-là, ils ont vécu une dépression profonde. Mhm. Ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait. Et cette honte-là a perduré dans le temps. C'est ce que je vois qui va arriver éventuellement. Parce que comme tu le disais, ces journalistes-là ne le savent pas qu'ils sont utilisés. Ils ne Mhm. savent pas parce qu'ils sont dans la dissonance citoyenne. Exactement. Ben, sur ce, merci beaucoup, Oui. Lucie, de m'avoir Ah, accordé cette belle entrevue. quel plaisir. Tout le plaisir fut pour moi. À quoi on peut s'attendre? Où est-ce qu'on peut te suivre? Ah, me suivre, Est-ce que j'aime tu pas fais, ce terme-là. où est-ce qu'on peut Oui, voir tes interventions? As-tu une je chaîne suis. YouTube, un site web, quelque chose? Oui, c'est ça, oui. J'interviens souvent, régulièrement sur toutes les chaînes, j'ai envie de te dire, même sur Vas-y. YouTube. Ma chaîne YouTube, elle a été effacée Ah ouais? complètement jadis, alors on a recommencé un petit peu, mais je suis sur Facebook, sur Rumble, Odyssey, YouTube, VK, Bon, Telegram. partout, comme J'essaie de Dieu. multiplier. Non. Merci à toi pour ce que tu fais. Merci à ceux pour qui tu travailles aussi, là. Bravo aussi à toute cette Merci. initiative-là médiatique qui, comme je le répète, là, est d'une très grande qualité. Ben merci. Écoute, moi c'est comme ça que je survis. C'est comme ça que je demeure positive, en étant dans Ah, l'action, en faisant des choses. Et puis, tout récemment, là, je me suis dit, moi, là, ben, j'ai commencé à faire plusieurs émissions, tout ça, et ça a fait que je regarde moins les grands médias. Et mon Dieu, que je m'en porte mieux. c'est vrai, tu l'as le Vraiment. truc. Tu Vraiment. l'as, Et j'ai. chaque fois quelqu'un m'envoie, très souvent, les gens m'envoient des trucs. Ah, et avec un message, et je sens la colère, la frustration, et je me dis, mais pourquoi on leur donne des clics à ces gens-là? Laissons-les mourir de leur belle mort. Ah oui, Hein? Puis exactement. je parlais de Schopenhauer tout à l'heure. Ben, Schopenhauer, justement, dans son livre L'art d'avoir toujours raison, il le dit lui-même. Les attaques personnelles, c'est vraiment quand tu n'as plus d'arguments, c'est là qu'on va. Donc, je veux dire, moi, ce que ça me fait dire, c'est que dès le départ, ils n'avaient aucun argument. Donc, c'est pour Exact. ça qu'ils utilisent les étiquettes. Et puis, ben écoute, c'est tôt ou tard, hein, la vérité va finir par éclater au grand jour. On voit déjà des cracks ici et là. Et moi, je suis confiante que vraiment les grands médias, s'ils ne se réforment pas, s'ils ne font pas un sérieux examen de conscience, eh bien, c'est terminé. Ouais, ouais. Puis Ils ont... ça l'était même avant, comme tu le dis, là. Je me souviens à Radio-Canada, bien avant la pandémie, c'était déjà très instable la situation.
Puis la pandémie les a mis sur le tapis. Mm. Puis, mais je pense qu'ils savent que c'est fragile. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils veulent garder leur emploi puis qu'ils ont ce discours-là. Ouais. Tu as Mais raison, en mais même temps, c'est creuser leur propre tombe c'est ça qui de rester arrive. Ben, là-dedans. tous. Alors, puis ça serait le fun de plus en plus de connaître ceux qui en sont sortis, puis qui n'osent peut-être pas encore parler, mais qui vont parler éventuellement de Mhm. comment ils ont subi une forme de pression, si on peut dire, Ouais. de continuer d'avoir ce discours-là. Mm. Merci pour la job que tu fais. Puis de la main tendue, quand je t'ai vu aller dans ce colloque-là, je me suis dit, ah, quelle belle nouvelle! C'est ce qu'il faut faire, puis trouver une façon de parler avec eux, comme tu l'as fait. Puis apprendre sur soi aussi, apprendre Mm. des stratégies qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir dialoguer avec eux. Ouais, ben ça a été difficile, je te dirais, parce qu'au départ, tu sais, il y a bien des gens qui étaient vraiment là, qui disaient Ah ouais, elle va aller leur dire notre Non, façon non, de non. penser, mais c'est tellement pas la façon de le faire. J'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais. Bon, c'était pas parfait, mais j'ai fait mon possible. Puis je pense vraiment avoir créé certains liens et semé des graines. Et puis, ben, je disais à la fin de mon texte que ce serait bien d'avoir des chambres d'écoute. Eh bien, je pense que ça va se faire. J'ai discuté avec C'est mon vrai. ami Mel Goyer et vraiment, on a l'intention de faire des chambres d'écoute. Vraiment, probablement en 2023 là, que ça va se faire. Mais vraiment, je pense qu'eux-mêmes le disent, il faut sortir des réseaux sociaux. Mais sortons des réseaux sociaux et puis facilitons les échanges. Donc, je pense que c'est comme ça que ça va se faire à travers des chambres d'écoute. Hey, puis pour faire le pain avec les chambres d'écho, hein, c'est très bien. Ouais, Ah, je trouve ça génial. C'est ça qu'il faut. Puis je pense qu'il faut utiliser la psychologie pour pouvoir parler entre nous. ouais, Alors, continuons d'apprendre là-dessus, puis on va être des meilleurs interlocuteurs. exactement. Et des meilleurs humains. Merci Ouais. infiniment, Lucie. Merci à toi, Merci Julie. beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre entrevue. On se laisse, tel que promis, sur la chanson que Lucie avait choisie, une pièce de Scorpion, Wind of Change. Je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée.